C'est un plaisir d'accueillir et de présenter Nathalie Frolov, qui est professeure de chaire supérieure au lycée Louis-le-Grand à Paris, après avoir été pendant 8 ans maître de conférence à Tours. Elle est membre de l'équipe d'accueil littérature française du 19e au 21e siècle de Paris-Sorbonne. Depuis sa thèse sur la nouvelle revue française dans l'entre-deux-guerres, elle travaille sur la littérature contemporaine et la photographie. Elle a publié donc notamment une vingtaine d'articles sur Annie Ernaux, dont l'écriture photographique du réel, paru en 2017, et également Le tombeau vide, la religion chez Annie Ernaux, paru dans Le Cahier de Lerne, dirigé par Pierre-Louis Faure. Elle a également participé au Grévistes de la littérature française, paru en octobre dernier, en constituant l'histoire littéraire des écritures de soi du Moyen-Âge à nos jours. Et en février dernier, elle a co-dirigé avec Fanny Cardin une journée d'études sur le film Les années Super 8 à Paris Diderot. Enfin, elle a assuré en février dernier une série de séminaires et de conférences sur Annie Ernaux à Dickinson College aux États-Unis pour célébrer l'obtention du prix Nobel. Et sa communication aujourd'hui s'intitule « La nécessaire entreprise de légitimation de l'écriture dans le paratexte d'Annie Ernaux ». Voilà, je te laisse la parole, Nathalie. Donc, bonjour, je voulais remercier effectivement pour l'invitation ici. J'ai été quand même, j'étais très frustrée de ne pas entendre Pierre-Louis tout à l'heure, mais absolument ravie d'entendre Élise, parce qu'effectivement, se plonger dans les manuscrits, ça doit être une expérience tout à fait extraordinaire. Alors, en fait, moi, je vais peut-être un petit peu décaler, mais voilà, je vais essayer d'apporter ma petite contribution. En fait, j'ai surtout réfléchi à partir de la question du prix Nobel, parce que personnellement, j'ai quand même été extrêmement étonnée par la réception du prix Nobel. Et je vais essayer de tenter voilà, une interprétation sur le rapport qu'elle a, en fait, à ce qu'on peut quand même appeler la gloire en tant qu'écrivaine. Voilà, comment elle est jugée, comment elle-même en parle. Et il se trouve que même avant l'obtention du prix Nobel, elle avait déjà bien sûr obtenu des prix. Et elle en avait discuté avec une sociologue, je vais y revenir. Et à partir de là, j'essaierai de comprendre comment finalement tout cela est extrêmement cohérent par rapport à ce qu'elle propose dans son écriture. Donc, tout d'abord, je vous rappellerai, parce que vous l'avez vécu comme moi, dans ce premier point, justement, ce rapport qu'elle entretient avec les prix littéraires. Je vais prendre la question du prix Nobel et puis celle du prix Renaudot, parce qu'elle a effectivement été interrogée à ce sujet-là et par une sociologue et qu'elle a dit des choses intéressantes. Alors, pour revenir sur la question du prix Nobel lui-même, vous vous souvenez, quand elle a reçu cette distinction le 6 octobre dernier, ce qui a été tout de même extrêmement étonnant, je trouve, c'est les réactions qu'on va pouvoir juger quand même très vives. On pourra dire qu'elles sont aussi très critiques. D'emblée, Le Figaro, par exemple, on peut le dire, a mené une sorte de cabale, c'est le terme que j'emploie, contre l'attribution de ce prix. On a eu une salve, en fait, d'articles, je ne les énumère pas tous, mais l'un, en fait, d'un journaliste spécialiste de la rubrique culture, Nicolas Ungemuth, qui s'intitule comme ça, c'est vraiment 2 jours après le prix Nobel, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, et si c'était nul. Bon, qui donc dans cet article va juger l'écrivaine médiocre? Bon, c'est une première salve. Il y en a une deuxième juste après, celle de l'éditorialiste Christian Authier, qui lui a opposé, bien sûr, Michel Houellebecq, qui était jugé favori par Le Figaro 2 jours avant l'obtention du prix Nobel, et qui, de ce fait, conduit l'éditorialiste à dire qu'Annie Ernaux, texto, aurait volé le prix. C'est tout de même, voilà. Alors, c'est toujours très intéressant comment effectivement Le Figaro écrit. C'est intéressant aussi toujours de regarder ça. Alors, je vous cite, Annie Ernaux rassure notre époque, ou du moins le prêt-à-penser de notre temps matiné de wokisme. Wokisme, il faut le placer très vite. Voilà. Elle accompagne le monde meilleur, guillemets, qui s'annonce, tandis que Michel Houellebecq inquiète. C'est vrai que la récente
annonce, hein, vous savez, du film pornographique dans lequel il a tourné. C'est vrai qu'effectivement, il inquiète. Voilà, désenchante. Il désenchante vraiment, je pense, surtout dans ce film. Soulève les questions qui fâchent, anticipe les crises et mutations à venir. On aura vu ici toutes des attributions qui ont l'air vraiment amélioratives. Bon. Cette opposition, donc, qui se structure d'emblée dans la réception du prix Nobel, va vraiment prendre une grande ampleur. Et à partir de là, on va avoir une espèce de, voilà, de guerre de religion, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et cette guerre de religion qui part du Figaro va s'exporter vers le monde. Et là, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous faire tout un historique de la réception de Michel Houellebecq, mais il est vrai qu'on avait eu une série il y a 2 ou 3 ans d'Ariane Chemin sur Michel Houellebecq qui était un peu critique. Et à la suite de cela, il y a tout juste 1 an, c'était au mois de janvier, Jean Birnbaum, au tout début de janvier, en fait, avait publié 2 très grands articles d'entretien avec Michel Houellebecq qui étaient une véritable réhabilitation de l'écrivain. Pour vous donner un autre exemple, en décembre, fin décembre donc de l'an dernier, là en 2022, donc bien après le prix Nobel quand même, Le Monde des livres a publié un grand article sur les livres préférés en fait de la rédaction du Monde des livres, et en premier était indiqué par Jean Birnbaum, Anéantir de Michel Houellebecq. Alors il y avait une 50aine de livres qui étaient indiqués, mais il est vrai que mettre d'emblée en premier Michel Houellebecq Anéantir, c'est tout de même un signe fort, surtout l'année de l'obtention du prix Nobel d'Annie Ernaux, surtout quand effectivement on a entendu parler de cette espèce de guerre qui est orchestrée par les journalistes, je tiens à le dire. Donc dans le monde, à part le monde des livres, qui a donc très clairement pris parti, vous avez ce chroniqueur de la culture que vous connaissez peut-être, Michel Guérin, et qui, lui, va signer un match nul. Michel Guérin va dire « À une époque où tous les arts voient se dupliquer des œuvres au naturalisme pauvre, à thèse, ne décollant pas des généralités, des bons sentiments, bref, ne faisant de mal à personne ». Voilà. Ernaux et Houellebecq, par leur distance froide, et là ils sont mis dans le même sac, par leur distance froide, leur sujet au scalpel, en montrant sans démontrer, sont tout aussi dérangeants et précieux. Voilà. Donc, ce qui est quand même très intéressant ici, il faut le dire, c'est qu'effectivement, donc, il y a une manière quand même de renouveler le soutien à Michel Houellebecq, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit ici par l'obtention du prix Nobel par Annie Ernaux, et cela ne s'est pas passé ni pour Modiano, ni pour Le Clésio, ni pour Claude Simon, c'est que le prix Nobel d'Annie Ernaux est immédiatement mis en regard d'un autre écrivain. C'est-à-dire que c'est comme si elle ne pouvait pas avoir un prix toute seule, il fallait nécessairement la comparer à un autre écrivain. C'est très intéressant, je trouve. Ça dit quelque chose parce que c'est vraiment le seul cas. Alors, il se trouve comme par hasard, bien sûr, que c'est une femme, cela n'a peut-être rien à voir. Mais c'est vrai que c'est tout de même assez intéressant, voilà, cette question-là de cette mise en regard et qui n'a pas cessé, je vais aller vite. Vous savez sans doute qu'en décembre dernier, Michel Houellebecq a participé à un entretien avec Michel Onfray dans la revue Front Populaire, dans laquelle il affirme que le grand remplacement, vous connaissez cette pseudo-théorie raciste prônée par l'écrivain Renaud Camus, en fait, il dit comme ça, voilà, que c'est un peu, je le cite, notre seule chance de survie. Voilà, ça serait ça. Et la seule chance de survie par rapport à ce grand remplacement, ça serait le suprémacisme blanc qui soit trendy, en fait, aux États-Unis. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que ça n'est pas du tout fini, cette guerre, puisqu'on a encore eu des articles fin janvier, en fait, dans la revue des Deux Mondes, qui est vraiment une très grande revue qui existe depuis le milieu du 19e siècle, qui est une revue plutôt classée à droite, mais c'est quand même, on retrouve toujours cette idée-là, et où à chaque fois, Michel Houellebecq est vraiment mis en valeur. Bon, ce qu'on peut donc dire, c'est qu'on a quand même effectivement une réception qui est assez, je dirais, compliquée. Heureusement, dans ce concert quand même et cette mise en parallèle permanente avec Michel Houellebecq, vous avez ce critique de la revue en ligne Diacritique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand même très intéressant, Johan Ferber, qui, à la suite de son livre sur le grand écrivain national, qui est un livre extrêmement intéressant,
va justement, alors lui, il l'écrit juste après son article, mais tout le monde ne l'a pas forcément lu. Il paraît que ça avait fait exploser le site, hein. Cela dit, ils n'ont jamais eu autant de visites sur le site, voilà. Effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut aller au-delà de cette réception qui est quand même très péjorative, hein, qui a sans doute donc partie liée avec une forme de misogynie, mais il montre aussi qu'en fait, Annie Ernaux n'est pas un grand écrivain, et c'est tant mieux, voilà, et il reprend tout le contexte de ce que c'est qu'un grand écrivain en France, et il raccroche ça effectivement par rapport au livre qu'il a écrit, hein, à cette image du grand écrivain qui a été fondé dans la Troisième République au moment où se met en place en fait l'école obligatoire. Tout cela matiné sur fond de colonialisme. Donc effectivement, s'il dit qu'elle n'est pas un grand écrivain, et c'est tant mieux, c'est tout de même très intéressant. Voilà, ça c'est la réception elle-même qui est donc quand même très complexe. À partir de là, deux, trois petites remarques sur la façon dont Annie Ernaux elle-même en fait a pu parler. Alors, non pas, alors elle a un petit peu parlé, je dirais, dans des échanges privés, hein, de la manière dont elle a reçu le prix Nobel, je dirais au sens propre, mais elle avait effectivement, elle a déjà écrit par ailleurs sur la question des prix, sur la question de la distance, voilà. Alors, j'ai pris ce petit livre, je ne sais pas si vous avez vu que ça vient de paraître, hein, c'est tout récent, ça a un mois, même pas. C'est une conversation donc d'Annie Ernaux. Alors, c'est antérieur au prix Nobel, hein, avec la sociologue Rose-Marie Lagrave. Et c'est vraiment un petit livre extrêmement intéressant, très bien édité. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Bon, c'est une série d'entretiens qu'elles ont eu toutes les deux. Il y a deux, trois éléments qui m'ont intéressée justement par rapport à la question du rapport à la reconnaissance en tant qu'écrivain. Alors, par exemple, page 74-75, et ça va m'aider pour la suite, elle va, par exemple, parler de Durkheim. Elle a lu beaucoup, beaucoup de sociologie, et bien plus que simplement Bourdieu, ce qui serait déjà énorme en soi, je veux dire, hein. Je cite Annie Ernaux, page 74, Durkheim, la distanciation par rapport aux faits personnels. Je ne saurais dire si elle est innée, mais je l'ai faite mienne, comme la meilleure façon d'atteindre la réalité. Parce que c'est ce qui m'a été parfois reproché, mais qui me semble la question essentielle. Je cherche le lien de la littérature à la réalité. Et en conséquence, qu'est-ce que la littérature peut faire au réel, au mode social, et comment faire pour rendre l'épaisseur, la complexité du réel. Donc ça, c'est effectivement, il y a une espèce de mise à distance. Et là, ce qui m'intéresse, si j'interprète par rapport à la question du prix ou des prix en général, c'est bien sûr la mise à distance par rapport à un événement extrêmement personnel, de fait, et qui a partie liée avec l'idée de rendre compte de la réalité. Ça, c'est le premier point. La vraie, effectivement, je dirais, cet aspect-là de mise à distance par rapport à ce qui est personnel, continue très clairement par un sentiment qu'elle va après, quasiment de la dépersonnalisation, voilà, c'est dans le rapport qu'elle a à l'idée d'être reconnue ou pas. Qu'est-ce que la reconnaissance? Alors là, je suis page 85, 85. Alors, elle parle aussi, bien sûr, de la question d'être transfuge de classe à ce moment-là, hein, bon, et notamment d'Édouard Louis. Voilà, alors donc, effectivement, Rose-Marie Lagrave lui dit, mais tu es quand même très reconnue, hein, voilà. Alors peut-être que tu n'as pas l'impression d'être reconnue parce que tu es une transfuse de classe, et c'est classique. Et elle dit, pour moi, ce serait plutôt de m'étonner, pourquoi serais-je reconnue? Parce qu'au fond, j'ai vécu longtemps dans une idée d'infériorité. On n'employait pas d'autres termes à l'époque de ma jeunesse. C'est difficile ensuite d'imaginer qu'on puisse être autre chose que ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas reconnu, quelqu'un qui a un sentiment d'infériorité. Voilà, donc effectivement, cette idée comme ça de distance, alors cette idée de distance avait été très bien étudiée dans ce livre que vous connaissez aussi sans doute, de Nathalie Haynick, qui a fait une série d'entretiens avec des écrivains. Alors, c'est un livre très intéressant et vous avez quand même une bonne cinquantaine de pages sur un entretien avec Annie Ernaux, entretien qui s'est passé en 1997 dans sa maison de Cergy. Alors, ce qui est, je le dis comme ça, un peu frustrant, c'est que on n'a pas l'entretien brut, véritablement, en fait, hein. Moi, j'aimerais bien avoir l'entretien brut, mais bon, c'est voilà, c'est en même temps,
on voit qu'ici, Nathalie Haynick mélange des petits bouts de l'entretien et son interprétation. Alors, c'est vrai que moi, je vais plutôt prendre les petits bouts. Hein, j'avoue, j'ai été piochée parce que c'est plutôt ça qui m'intéresse. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit, mais vraiment, c'est à la suite, elle est là, elle est amenée à réfléchir sur l'obtention du prix Renaudot. Et elle est extrêmement claire. En fait, elle est vraiment dans cette idée de mise à distance. Mise à distance, voilà, c'est quand même quelque chose, cette distance ici qui va apparaître. Alors voilà, par exemple, elle dit, page 83, « Je me disais, la gloire, ce n'est rien. » Vraiment, elle dit que c'est très déréalisant. Hein. La gloire, ce n'est rien. Vraiment. Et c'est vrai que j'étais assez prémunie contre ça. Je vérifiais ce que dit Sartre, c'est seulement plus tard que je l'ai lu dans ses lettres, je crois, que la gloire n'existe pas, puisque l'objectif, une fois qu'il est atteint, est aussitôt derrière vous. La gloire n'existe pas, elle n'existe forcément pas. Ce qui est quand même assez intéressant, donc c'est quelque chose qui traverse et qui finalement ne reste pas. Hein. Bon, donc effectivement, cet aspect-là où on voit cette distance, et en même temps, ce qu'elle retient donc de ce prix, c'est assez intéressant, ce qu'elle en retient, ce sont deux bénéfices secondaires, je vais appeler. Alors l'un sur lequel elle passe très vite, mais c'est assez intéressant quand on a lu Annie Ernaux. Elle le dit très vite, c'est page 94. Elle dit que l'obtention d'un prix littéraire, ça donne un capital de séduction. La femme écrivain avec un prix est l'objet de sollicitations. Il y a une aura, une forme de gloire qui attire les hommes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que les hommes écrivains qui peuvent profiter de ça, point d'exclamation. Alors, ça, c'est intéressant si vous repensez, bien sûr, à se perdre. Hein. Il y a tout de même toute une série de pages où elle s'interroge pour savoir finalement si le soviétique ne s'est pas aussi intéressé à elle, justement parce qu'elle est cette grande écrivaine française. Voilà. Bon, parenthèse, mais en tout cas, elle passe très vite. Le second bénéfice secondaire, c'est exactement celui qu'elle est en train de vivre en ce moment, c'est celui des voyages. Voilà. Et elle dit que finalement, c'est cela qu'elle va retenir véritablement, je la cite, en fait, ma vie personnelle, est-ce que ça a été changé? Hein? Oui, évidemment, ça a changé des choses parce que d'abord, je me suis mise à voyager. Ah oui, oui, ça c'est le meilleur de ma vie sans doute. Oui, j'ai voyagé, j'ai commencé à aller à l'étranger. Un des rêves de mon enfance, c'était le voyage. J'ai vécu jusqu'à 18 ans dans une petite ville d'où je n'ai pu sortir. Je suis allée à Paris pour la première fois à 20 ans, alors que j'habitais à 180 kilomètres de Paris, c'est tout dire. Et donc, pour une petite provinciale qui n'a rêvé que de voyage, le prix Renaudot a déclenché des voyages d'abord en Allemagne, ensuite au Danemark, en Europe, puis beaucoup d'endroits dans le monde. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste du tour de monde qu'elle est en train de faire depuis le prix Nobel, mais c'est vrai que c'est un petit peu fou, en fait, puisqu'elle était il n'y a pas très longtemps en Inde. Alors là, je ne sais même plus, j'ai plus retenu, mais je crois qu'elle a, je l'avais noté quelque part, mais enfin, c'est la folie. Elle a été d'emblée, en fait, alors il y avait des voyages qui étaient prévus auparavant, puisqu'il y avait la question de la promotion de son film, mais en fait, tout cela s'est superposé de manière tout à fait extraordinaire. Elle est partie au Brésil aussi, enfin, c'est assez inouï, où à chaque fois, elle est accueillie de manière tout à fait exceptionnelle. Voilà, tout cela pour vous dire quoi? Parce qu'il y a quelque chose de très cohérent derrière. C'est pourquoi tellement, je dirais, quand même minorer cette question de la gloire. Bien sûr, il y a une forme de modestie et qui, je pense, est tout à fait réelle. Mais la question psychologique n'est pas très intéressante. Il me semble qu'ici, en fait, Annie Ernaux retrouve ce qui fait l'essence même de son écriture, c'est-à-dire la dissolution de sa voix dans le collectif. Et là, c'est quelque chose qui est parfaitement, bien sûr, cristallisé dans les années. Hein, c'est quelque chose de très important. Elle le dit très clairement. Alors, c'est Rosemarie Lagrave qui le dit, en fait, hein, dans cette question-là du collectif. Hein, alors, elle emploie aussi, elle parle de ça, hein, voilà. Elle va dire elle-même, enfin, déjà, il y a Annie Ernaux qui dit ça, page 103, elle dit qu'effectivement, ce qui compte pour elle, c'est une sorte de collectif immatériel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte pour elle, elle parle de collectif immatériel et Élise parlait tout à l'heure de la matérialité du quotidien. Les deux ne sont pas du tout antinomiques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, s'il y a un ancrage dans le quotidien sur lequel je vais revenir, enfin, sur la réalité elle-même, le collectif immatériel, ce sont toutes les lectures qu'elle a pu faire. Il y a un ensemble de voix aussi, en fait, qui la traverse d'une certaine manière. Et Rosemarie Lagrave insiste au tout début, en fait, de cette conversation sur le rôle
extrêmement important qu'a joué la lecture des œuvres en fait d'Annie Ernaux, qui ont justement permis de se reconnaître et de voir la voix en fait d'Annie Ernaux comme une voix collective dans laquelle on se reconnaît, dans laquelle on se projette, parce que cette voix effectivement n'est pas une voix singulière, unique, qui dit ma vie est exceptionnelle, c'est une voix qui se fonde dans les autres. Un exemple qui me vient en tête immédiatement, c'est bien sûr, et on pourrait en faire l'historique, hein, à quel point, par exemple, et c'est très emblématique à mon avis, elle signe énormément de pétitions. Et là, c'est pas anodin. Alors évidemment, avec le prix Nobel, elle est très sollicitée. Elle vient encore d'en signer une, vous savez peut-être, vendredi dernier, pour les soulèvements de la terre, Gérald Darmanin ayant interdit cette espèce d'association. Annie Ernaux, d'emblée, a signé une pétition. Elle n'est pas toute seule, hein, il y a Mathieu Amalric, il y a plein de gens. Mais c'est très intéressant parce que la pétition, de fait, renoue avec cette forme de la liste qui lui est chère. Son nom, certes, est indiqué comme écrivaine prix Nobel, mais elle fait partie d'une liste et elle se fond dans un collectif. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour effectivement vous situer cette question-là. À partir de là, en fait, effectivement, dans toutes ces questions-là, si on réfléchit un petit peu, en fait, c'est un peu mon second point. Oui, c'est effectivement, alors je ne sais pas trop, je n'ai pas du tout regardé à quelle heure j'ai commencé, Elie, c'est toi qui regardes. Hein. J'ai la moitié. On a commencé à la nuit. D'accord. Il me semble, 9 minutes. D'accord, 9 minutes, il me reste. Ok, bon, alors, donc, oui, oui. Alors, ce que je voulais dire quand même, je voulais insister sur ça, c'est quand même le second point que je voulais développer, c'est à quel point, effectivement, son propos est de redonner une voix aux invisibles. Et donc, forcément qu'elle-même va disparaître là-dedans, parce que redonner une voix aux invisibles, c'est se fondre dans un collectif. Je pense, par exemple, effectivement, dans des pages extraites de son journal intime, qui ont été donc consacrées aux années, qui sont reprises dans le Cahier de Lerne, qu'a dirigé Pierre-Louis. Annie Ernaux va dire dans ses pages, page 157, « J'écris toujours tellement autrement l'histoire, le monde, non plus déréalisé, mais matière de mon moi vide. » J'aime beaucoup cet adjectif de vide. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'elle évidait de l'intérieur pour justement faire place aux autres et pour ici, effectivement, regarder ce qui est autour. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Il y a l'idée, bien sûr, de cette autobiographie impersonnelle, mais ce qui est important, c'est l'idée de faire place, effectivement, aux invisibles. Alors, pour aller vite, hein, effectivement, parce que le temps presse, les années en particulier témoignent de cette volonté d'écrire sur les gens modestes, ce qu'on avait déjà dans la place, bien sûr, les gens modestes, et bien sûr aussi sur les femmes, ce que les Américains appellent les minorities, bien sûr. C'est-à-dire que redonner une voix aux invisibles, c'est écrire une sorte d'infra-histoire. Alors, je prends cette expression-là en jouant avec Pérec qui parlait d'infra-littérature. Je trouve qu'ici, on a une infra-histoire des invisibles. Je la cite en fait, et ça c'est dans le vrai lieu, j'écris contre une forme de domination culturelle, contre la domination économique, la domination des femmes contraintes à l'avortement clandestin en 72. J'écris contre la langue que j'enseigne, la langue légitime, en choisissant d'écrire dans une langue qui véhicule des mots populaires et des mots normands dans une syntaxe déstructurée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit très clairement et sur lequel elle revient beaucoup. Alors, on pourrait parler bien sûr de la question de l'événement, qui est quand même quelque chose de très intéressant. Mais c'est vrai que ce qui va compter dans cette invisibilité, voire cette invisibilisation des femmes, en fait, c'est la question du corps. Et là, évidemment, le corps des femmes, c'est la première chose qui est invisibilisée, alors que paradoxalement, on renvoie toujours les femmes à leur corps. Voilà, dans le langage courant. Donc, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe, je dirais, ce qui agit sur le corps. Je pense en particulier, en fait, dans une émission d'Hors-Champ de Laura Adler de 2014, elle disait qu'elle essayait de savoir comment les gens supportent ce qu'ils supportent. C'est très intéressant. On voit ici cette domination qui agit sur les êtres, sur les corps, et on voit par cette phrase-là cette volonté de briser une injustice majeure. Briser une injustice majeure, c'est redonner cette voix justement des petites gens. Elle le dit
par exemple, ça c'est dans le vrai lieu. Pour moi, écrire, c'est descendre dans la réalité sociale, la réalité des femmes, la réalité de l'histoire, de ce que nous avons vécu de façon collective, mais au travers de ce que j'ai vécu personnellement. Il y a dans le vécu quelque chose d'immense qui demande à être questionné sans cesse. Rien ne va de soi. Il faut essayer de comprendre, de connaître ce qui en somme nous est donné par l'expérience. Voilà, donc une écriture qui vise la connaissance. Alors, Gisèle Sapiro, dans le Cahier de l'Erne, vous la connaissez sans doute, elle va regarder justement comment Annie Ernaux essaie de démonter ce que Bourdieu appelait la violence symbolique, c'est-à-dire l'intériorisation de la violence par ceux qui sont dominés. Et elle dit qu'effectivement, Annie Ernaux fait un travail quasi ethnographique qui prend pour matériau la mémoire ou l'observation de situations vécues. Et elle va dire aussi effectivement qu'il y a un refus à partir de là, donc de l'histoire majuscule. Donc cette idée-là, comme ça va se voir effectivement. Et ça, c'est… Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des choses vraiment passionnantes dans ce cahier de l'Erne. Alors, il y a cet article de Gisèle Sapiro, il y a aussi un article d'Yvan Jablonka, qui lui est historien, qui montre aussi qu'elle essaie de s'échapper justement de cette grande histoire, parce que quand on donne la voix aux petites gens, on sort de la grande histoire, ce que dit Yvan Jablonka. Voilà, Annie Ernaux, ses récits sont révélateurs de notre historicité et des déterminations sociales. Une place dans le temps, une place dans la société. Le moi chez Ernaux ne se résume pas à l'existence d'Annie Duchesne, née en 1940 dans un milieu modeste et dont l'enfance s'est déroulée à Yvetot, en Normandie. Il est aussi vaste que le monde, où il s'enracine. Bon, donc ce qui est quand même extrêmement intéressant ici, et ce qu'on va retrouver dans son écriture, voilà, qui est quand même… Alors, je pense à ça aussi, et ça a l'air d'être une parenthèse, mais ça me semble important. On voit ici dans les différents paratextes, que ce soit effectivement les entretiens, que ce soit son journal n'est pas un paratexte, mais on n'y a pas encore vraiment accès, donc on peut le considérer comme tel. On peut voir que dans son écriture, elle rend compte de cette difficulté à écrire, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire du très beau style, et on le voit comment? Parce qu'en permanence, je pense à l'événement, en permanence, vous avez des commentaires métatextuels qui viennent expliquer pourquoi elle écrit comme ça. Alors, je prends un exemple, c'est la mise en scène de l'événement par François Gillard à la Comédie Française en 2016, qu'Élisa Vuillère, je crois. Cette mise en scène était très intéressante. Pourquoi? Parce que Françoise Gillard, qui est à côté de ça, est une comédienne tout à fait exceptionnelle, n'a pris que les parties de récit à proprement parler de l'événement. Elle a enlevé tous les commentaires métatextuels parce que c'était difficile d'être dedans et dehors sur scène. Mais c'est très intéressant. Alors, ça marchait très, très bien. Je veux dire, c'était quand même très, très fort. Mais c'est vrai que ça enlève toute la partie, finalement, d'écriture. Mais alors, parce que le théâtre, c'est autre chose. Mais c'est vrai que ça mettait paradoxalement en lumière aussi ce qu'il n'y avait pas, en quelque sorte. Et le fait qu'il y a toujours ces commentaires qui sont massifs, bien sûr, à la fin des années. À la fin des années, on a ce moment de rencontre où tout le récit des années converge vers une manière de dire j'ai écrit, enfin, ce livre plutôt a été écrit comme ça. Elle cherche à faire cette coulée temporelle, voilà, comme Vassili Grossman, comme effectivement ce qu'on a dans Autant n'emporte le vent, etc. Donc, on voit que les commentaires textuels, métatextuels sont toujours très intéressants. Voilà. Donc, il y a toujours cette idée, effectivement, d'écrire ici contre le beau style, ce que disait Élise à ce moment-là, et je finis parce que j'ai beaucoup parlé. Oui, juste une ou deux petites idées par rapport à ça, parce qu'effectivement, cette idée de travailler contre le beau style est effectivement très, très intéressante, et je pense que ça permet de comprendre aussi cette réception du prix Nobel, parce que finalement, c'est sur ça aussi qu'elle a été attaquée d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas son projet. Voilà, ce qui me fait penser à ça, effectivement, c'est ce qu'elle dit dans cet article que personnellement j'aime beaucoup, qui est assez difficile à trouver. C'est un article qui s'appelle Mise à distance, qui avait été publié dans la Revue des Deux Mondes, donc c'est assez rigolo quand même. Voilà, parce que la Revue des Deux Mondes, vraiment, je vous en ai parlé, c'est très, très, très classique. Bon, et elle écrit un article contre l'élégance en littérature. C'est génial, c'est génial. Bon, et elle dit, voilà, qu'effectivement, elle écrit
Elle n'a pas un style, elle a une écriture. L'élégance littéraire est elle aussi dénégation de la violence de la réalité, mise à distance du monde intérieur ou extérieur. Elle est le geste par lequel l'écrivain s'efforce de porter l'attention sur les mots, les phrases, pour n'avoir pas à montrer les choses, comme l'élégance dans les choses de la vie. L'élégance littéraire joue sur le paraître, elle empêche que la douleur du réel ne vienne crever la surface du langage. De là le plaisir d'une lecture sans aspérité, qui ne trouble ni ne gêne, qui ne renvoie pas à la réalité. Donc on voit ici qu'elle est dans, et forcément elle est dans complètement autre chose, parce qu'on voit que le beau style devient, est comme un écran, ça met une opacité, et en fait c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est ça qu'elle nous dit d'une certaine manière, hein, voilà, et qui va à l'encontre de tout ce qu'elle, finalement, a essayé de faire. Et on le voit ça dans toutes ses recherches formelles, hein, voilà, contribuer au dévoilement du monde, c'est effectivement son travail qu'on a ici. Voilà, alors en conclusion, deux choses. D'abord, le fait que, si on revient au Nobel, je vous ai parlé tout à l'heure d'une réception très compliquée. Il va de soi qu'il y a eu à côté de ça, je dirais, comment dire, des lecteurs très enthousiastes. Je pense par exemple, dès le lendemain, à un papier de Daniel Schneiderman sur son site Arrêt sur Image, c'est très très bien Arrêt sur Image, disant tout de suite, Annie Ernaux, c'est notre Nobel à nous. Voilà, c'est un très beau papier, très bref, mais vraiment, là on sentait un enthousiasme, un plaisir de lecteur, de lecture, etc., tout à fait extraordinaire. Donc effectivement, il y a eu ça, et puis il y a aussi eu ce qu'Annie Ernaux, donc comme je le disais, a pu dire dans des conversations privées. Voilà, par exemple, elle en a reparlé après dans des articles, je pense en particulier dans un article de Télérama et du Nouvel Observateur aussi. Voilà, le fait que par exemple certaines salles de classe, salles de professeurs avaient mis la radio à cette heure-là pour écouter en direct et avaient entendu que le Nobel était pour Annie Ernaux et que la salle des professeurs avait applaudi en ayant l'impression qu'ils avaient le Nobel aussi. Voilà. Et ce qu'Annie Ernaux a pu dire de cela, c'est qu'au-delà, enfin, je veux dire, de cette réaction, c'était au-delà de tous les prix. Ça, c'est la première chose. Pour revenir à la question, effectivement, de l'écriture complètement collective, j'en donne un exemple très, très récent. Voilà, ce que ça veut dire que cette idée qu'on écrit dans le collectif, ça veut dire voilà, qu'on devient une sorte, on a une espèce de vie commune, on a un lieu commun, on a un vrai lieu qui va être l'écriture. Et là, je pense en fait à la fin de l'article qu'elle a publié dans Le Monde diplomatique sur la réforme des retraites. Article génial. Bon, alors génial parce que ça nous raconte, et pour ceux qui l'ont vécu, les grandes grèves de 95, qui étaient, cela dit, un moment incroyable où on peut faire du stop et tout, c'était dément. Bon, donc elle raconte tout ça. Mais à la fin, le dernier paragraphe, voilà. Malgré nos défaites, même si le souvenir de l'hiver 95 et de ces nuits froides me semble parfois s'estomper comme celui d'un rêve lointain, ces manifestants de janvier 2023, si nombreux qu'ils peinaient à s'extraire de la place de la République, m'ont fait repenser encore une fois au vers d'Éluard. Et ce n'est pas par hasard qu'elle convoque ici Éluard, qui est quand même un poète de la simplicité. Elle cite « Ils n'étaient que quelques-uns sur toute la terre, chacun se croyait seul, ils furent foule soudain. Je voudrais les en remercier, ne baissons plus la tête. » Donc on voit à quel point ici il y a, bien sûr, et je ne l'ai pas mentionné, une dimension éminemment politique à ce choix de l'écriture. Donc je dirais qu'effectivement ici, c'est méconnaître par cette écriture plate à quel point elle veut par là atteindre le réel, hein, ce qu'elle appelait dans l'avant-propos du journal du dehors, hein, l'écriture photographique du réel, arriver à rendre le réel dans toute sa complexité, dans justement toute sa temporalité, son caractère quotidien, voilà, avec, je dirais aussi, ses manques, mais surtout, effectivement, sa dimension collective. Je vous remercie.